Aujourd'hui, notre planète la Terre est bien chaleureuse. Les continents sont séparés par d'immenses océans bleus, et l'Antarctique est une gigantesque calotte de glace, gardienne silencieuse des équilibres climatiques. La température moyenne de la planète tourne autour de 15 degrés Celsius, offrant un climat globalement clément permettant à la vie de s'épanouir sous toutes ses formes. Sur ce caillou paradisiaque, ce sont les mammifères qui règnent. Des lions arpentent les plaines africaines, les éléphants traversent les paysages, et les humains ont bâti des civilisations complexes, reliant les peuples par des routes, des avions et un réseau numérique mondial. C'est notre monde. Un monde à la fois rassurant, familier et fascinant par sa richesse. Mais la Terre, au cours de son histoire, n'a pas toujours été aussi accueillante. Voyageons 70 millions d'années en arrière. Au cours du Crétacé supérieur, ici, la Terre est une serre géante car l'air était saturé de CO2. Pas de glace au pôle, et l'Amérique du Sud est une île-continent reliée par intermittence à l'Antarctique et à l'Australie. La Patagonie était une jungle humide, les mammifères ne faisaient pas encore la loi, restant en marge dans l'ombre des dinosaures. Parmi ces derniers, une famille se distinguait des autres par des attributs physiques qui, croyez-moi, enterraient à eux seuls vos pires cauchemars. Des bras interminables, des griffes comme des faux, et une silhouette qui surgit des ombres pour tuer avec une efficacité chirurgicale. Je veux bien sûr parler des mégaraptoriens. Les mégaraptoriens ne sont pas qu'une espèce, c'est un groupe de théropodes qui a régné sur le supercontinent Gondwana dans l'hémisphère sud. Mais leur découverte est l'une des erreurs les plus célèbres de la paléontologie. En 1998, en Argentine, on découvre une griffe gigantesque de 35 cm. On pense alors à un raptor géant de la taille d'un bus avec cette griffe de pied rétractile démoniaque. On l'appelle alors Mégaraptor. Mais en 2004, c'est le choc. On trouve un bras complet. Et la griffe géante n'était pas sur le pied, mais sur le pouce. Mégaraptor n'était pas un droméosauridé, mais un membre d'une lignée totalement à part et spécialisée dans l'usage des membres antérieurs. Si l'on devait résumer l'ingénierie biologique des mégaraptoriens, on décrirait un mélange paradoxal entre un sprinter de haut niveau et un boucher médiéval. Anatomiquement, ces prédateurs se distinguent par une pneumatisation extrême de leur squelette. Autrement dit, leurs os étaient truffés de cavités d'air reliées à un système de sac aérien, leur offrant une légèreté et une endurance respiratoire sans équivalent chez les gros théropodes. Leur régime alimentaire était varié, mais hautement spécialisé grâce à leurs bras disproportionnés armés de griffes en forme de faux. Ils pouvaient s'attaquer à des hadrosaures, dinosaures à bec de canard ou même à des titanosaures juvéniles. Ces sauropodes au long cou qui, une fois saisis par les crochets à viande des mégaraptoriens, n'avaient aucune chance de s'échapper. Si Mégaraptor a donné son nom au groupe, d'autres espèces ont prouvé que cette famille était incroyablement diversifiée et présente sur plusieurs continents, transformant le Crétacé en véritable galerie de l'horreur. Laissez-moi vous présenter les représentants les plus connus de cette famille, qui regroupaient les pires dinosaures sur lesquels vous auriez pu tomber durant cette période. Commençons par Australovenator ou Banjo. Avec un surnom pareil, on pourrait croire que ce mégaraptorien était inoffensif et même mignon. De plus, avec ses 6 mètres de long, il fait plutôt pâle figure comparé aux monstres que nous verrons sur cette chaîne. Mais croyez-moi, sa petite taille faisait de lui un des prédateurs les plus terrifiants pour nous, car sa morphologie était toute faite pour des proies de taille, humaine. Vous pouvez être tenté de croire que prendre la fuite était une option. Grossière erreur. Et pourquoi cela? Déjà, il a été découvert en Australie, ce qui est suffisant pour terroriser la plupart d'entre nous, et qu'il était tout simplement bâti pour la vitesse pure, étant l'équivalent du guépard d'aujourd'hui dans son écosystème. On estime aujourd'hui que ce dinosaure pouvait taper des pointes à 60 km/h. Autant vous dire que courir n'aurait servi à rien. Imaginez une créature de 6 mètres de long, avec des bras d'une agilité exceptionnelle munis de crochets de boucher à la place des griffes et capable de saisir des proies en plein vol ou en pleine course. Une vision d'horreur. En résumé,
Si vous vous étiez retrouvé face à un Australovenator dans une plaine dégagée, il aurait été quasiment impossible de le distancer à la course. Sa stratégie reposait sur une accélération foudroyante, suivie d'un harponnage avec ses griffes, lacérant les chairs et les organes, offrant une mort brutale, mais rapide. Notre banjo était plutôt effrayant, pour un animal portant le nom d'un instrument de musique. En Argentine, fut découvert masse de ces Freddy Krueger, dont le prochain sur la liste. Il a vécu durant le Crétacé supérieur, plus précisément durant l'étage du Santonien, il y a environ 84 millions d'années. Aérostéon est la preuve que ces dinosaures avaient un système respiratoire identique à celui des oiseaux modernes. Ces os étaient si pneumatisés qu'ils possédaient des sacs aériens internes. Cette structure anatomique le rendait incroyablement léger pour sa taille, environ 9 mètres, et lui donnait une endurance folle, lui permettant de courir plus longtemps que n'importe quel autre prédateur de son écosystème. Si notre Australovenator vu plus tôt était taillé pour la vitesse, Aérostéon était plus un coureur de fond, bien qu'il était presque tout aussi rapide avec ses 50 km/h estimés. On peut dire qu'il n'a pas volé son nom, qui signifie littéralement os, rempli d'air. Maintenant, imaginez être un assassin impitoyable. Vous penseriez que l'on vous donnerait un surnom méga stylé, comme l'égorgeur, le boucher ou encore l'éventreur. Mais à la place, on vous appelle le voleur du mur. Il est célèbre pour son crâne. Contrairement à d'autres prédateurs qui ont un crâne court et massif, Murus raptor avait un crâne allongé et des dents faites pour trancher la chair comme des scalpels, en plus de son arsenal, caractéristique de la famille à laquelle il appartient. Ce prédateur a vécu durant le Crétacé supérieur, plus précisément à l'étage du Coniacien, il y a environ 88 millions d'années. Il n'était pas très grand, plutôt dans la moyenne de sa famille avec environ 6,40 mètres et un poids d'environ 600 kg. Mais bien évidemment, il restait une menace pour les animaux de l'époque, pouvant s'attaquer à des proies plus petites voire tout aussi grosses que lui, avec une nuance. Une grosse nuance. Proportionnellement à leur taille. Les mégaraptoriens étaient des poids plumes, ce qui sous-entend que Murus raptor pouvait théoriquement s'en prendre à des animaux plus lourds que lui. De plus, ses sutures crâniennes suggèrent une mécanique de morsure unique. Son crâne n'était pas fait pour encaisser les chocs d'une proie qui se débattait, mais pour infliger des blessures nettes et profondes. En combinant ses bras puissants pour immobiliser sa cible et ses dents acérées, il provoquait des hémorragies massives et foudroyantes. C'était un prédateur tactique qui frappait les zones vitales avant de laisser sa proie se vider de son sang. Avec des créatures pareilles dans les parages, je vous laisse imaginer les longues et inquiétantes nuits que passaient les herbivores durant le Crétacé supérieur. D'autant plus que le pire est à venir. En effet, le dernier sur notre liste était le plus redoutable d'entre eux. C'était le plus grand et le plus effrayant membre de cette famille d'une beauté macabre. Devant lui, les autres précédemment cités semblaient minuscules, et ses bras étaient sans doute les plus terrifiants du Mésozoïque. Son nom, Maip macrothorax, veut littéralement dire « l'ombre de la mort qui tue par le vent froid ». Ça, c'est du nom d'assassin qui claque. Pas vrai, Murus raptor? Il mesurait entre 9 à 10 mètres de long, et bien que plus petit que T-Rex ou d'autres grands théropodes, Maip n'avait absolument rien à envier à ces derniers. Pour rappel, c'est un mégaraptorien et pas des moindres, c'est une version XXL des autres vues plus tôt, avec des griffes encore plus cauchemardesques. Ses bras étaient ses armes principales, de véritables crochets de boucher de 40 cm, animés par une force musculaire capable de soulever des centaines de kilos. Quant à son crâne, il n'était pas en reste, et était tout aussi terrifiant. Bien qu'aucun crâne de Maip n'ait été découvert, les paléontologues se sont basés sur ceux de ses cousins les plus proches. Il en est ressorti que son crâne était long et très effilé. Ce profil aérodynamique permettait des attaques latérales très rapides. Enfin, ce démon préhistorique possédait une large cage thoracique, 1,20 m pour être plus précis. Une telle largeur de poitrine offrait un espace immense pour ses sacs aériens. En fait, il ne se contentait pas de respirer, il pompait littéralement de l'oxygène à un rythme industriel. Si une proie repérait un Maip, la course s'engageait. C'est ici que le macrothorax entre en jeu.
Alors qu'un abélisauridé s'essoufflerait rapidement, Maïp utilise sa cage thoracique de 1,20 m et ses sacs aériens pour maintenir une course prolongée. Il ne cherchait pas forcément à attraper sa proie en 10 secondes. Il pouvait la poursuivre sur plusieurs kilomètres, attendant que le cœur de sa victime commence à lâcher sous la panique et l'effort. Une fois la proie à portée, l'horreur peut commencer. Il projette ses bras de 2 mètres en avant avec ses griffes de 40 cm, utilisant les muscles pectoraux puissants de sa cage thoracique pour littéralement éventrer ses proies. La proie mourait d'un choc hémorragique massif, alors qu'elle tenait possiblement encore debout. Rien que cette vision me fait froid dans le dos. La lignée ne s'est pas arrêtée à Maïp. Des découvertes récentes, en 2024, montrent que les mégaraptoriens continuaient d'évoluer et d'occuper de nouvelles niches écologiques jusqu'à la toute fin. Ils n'étaient pas en déclin, ils étaient au sommet de leur art quand le ciel leur est littéralement tombé sur la tête. Il y a 66 millions d'années, l'astéroïde de Chicxulub frappa. Les conséquences de ce désastre furent planétaires. Un hiver nucléaire entoura la planète, empêchant les rayons du Soleil d'atteindre le sol. Cet événement a bloqué le phénomène de photosynthèse si vital aux plantes, menant à un écroulement profond de la chaîne alimentaire, ayant pour conséquence la disparition d'environ 75% de la vie sur Terre. En résumé, pour que la Terre soit débarrassée des monstres qu'étaient les mégaraptoriens, il a fallu d'un tout petit coup de pouce cosmique. Rien que ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire, selon vous, lequel des mégaraptoriens aurait été le plus efficace pour chasser en groupe. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de votre paléopote.